Chablais. Prévention, alimentation, optique. Tout s'explique. Tout s'explique sur Radio Chablais. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch. Pascal Rable, directeur de Blue Immobilier, est avec nous et nous allons parler d'un sujet un peu délicat ce matin, mais qui nous concerne tous un jour ou l'autre, puisqu'on va aborder le thème de l'héritage. Vous l'aurez compris, on parlera de tout ce qui touche la succession, mais d'un point de vue immobilier. Bonjour Pascal. Bonjour Maurizio. On va entrer dans le vif du sujet avec vous. Que devient un bien immobilier lorsque son propriétaire décède ? Alors, le bien immobilier, de même que tous les autres actifs et passifs du défunt, seront hérités selon un ordre précis fixé par la loi. Donc, au premier rang, vous avez le conjoint survivant ou le partenaire enregistré ainsi que les descendants, c'est-à-dire les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Ouais. S'il n'y a ni conjoint ni enfant, la succession passe à la deuxième lignée, donc c'est-à-dire les parents et les grands-parents. Et s'il y a également personne à ce niveau-là, la répartition passe à la lignée suivante et ainsi de suite. Vous avez un schéma précis qui classe les liens de parenté entre le défunt et les héritiers selon 6 catégories différentes. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces catégories permettront d'établir le barème à appliquer pour calculer un éventuel impôt sur la succession. Ouais. Mais on reviendra sur cet aspect un peu plus tard. Ok. Et dans l'hypothèse encore où il n'y a pas de parents du tout, la succession est dévolue entièrement à l'État. Alors c'est assez rare, mais ça arrive parfois de temps à autre. Et qu'en est-il du concubin ? Parce qu'on a des personnes qui ne souhaitent pas se marier, qui vivent 10 ans ensemble, voire plus, parce que ça leur convient parfaitement. Alors ça, c'est une très bonne question. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui vivent ensemble sans être mariées, pour diverses raisons. Et dans ce cas de figure, le concubin de la personne décédée n'hérite de rien, car il n'est pas considéré comme un héritier légal. Et même si un testament a été rédigé, le concubin ne peut pas être favorisé que d'une manière très limitée, à condition que les réserves héréditaires des descendants ou des parents aient été respectées. Les réserves héréditaires, qu'est-ce que c'est ? Alors, les réserves héréditaires, si vous voulez, c'est un pourcentage de la succession qui est garanti pour les descendants, les parents, le conjoint et le partenaire enregistré. Donc, même si vous faites un testament et que vous voulez déshériter l'une de ces personnes, elle aura quand même le droit à un minimum selon ces barèmes des réserves héréditaires. Mais pour revenir justement à la question donc sur les concubins, donc s'ils achètent un bien immobilier et qu'ils souhaitent se protéger entre guillemets, alors il faudra conclure ce qu'on appelle un pacte de renonciation à succession avec tous les héritiers, ce qui rendrait justement donc caduque cette protection de la réserve héréditaire. Donc si l'un des deux décède, c'est le concubin seul qui récupérera l'autre part de l'immeuble. Ouais. Est-ce que les héritiers peuvent refuser la succession, Pascal ? Oui, bien sûr. Comme j'ai dit tout à l'heure, les héritiers récupèrent tous les actifs du défunt, mais également les passifs. Donc, s'il y a un bien immobilier dans les actifs, il faudrait alors connaître sa valeur vénale et comparer ça à tous les autres passifs, comme les dettes hypothécaires, par exemple. Après, vu la flambée des prix de l'immobilier durant les 20 dernières années, ce serait assez surprenant que la valeur du bien immobilier ne couvre pas les passifs, mais ça peut quand même arriver. Par exemple, lorsque vous avez des immeubles vétustes qui ont été laissés à l'abandon, ou qui ont été très mal entretenus. Après, si vous avez un doute et que vous souhaitez connaître la situation financière du défunt, il faudra demander dans un délai d'1 mois dès la connaissance du décès l'établissement d'un bénéfice d'inventaire public qui est en fait un inventaire des valeurs patrimoniales et des dettes qui composent la succession. Et lorsque cet inventaire est terminé, si vous acceptez la succession, eh bien, vous ne répondrez que des dettes qui sont répertoriées et ça vous évitera vraiment toute mauvaise surprise. Alors très bien, imaginons que j'ai un frère et que nous avons hérité du bien immobilier d'un de nos parents après son décès. Quelles sont les options qui s'offrent à nous ? Il faudrait voir quel type de bien immobilier il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'une maison familiale, d'un bien de rendement, d'un terrain ou autre ? Ouais. Après, fondamentalement, vous avez quand même 3 variantes. La première, c'est de vendre à une personne externe.
Ok. La deuxième, c'est que l'un des deux héritiers garde l'objet et rachète la part de l'autre. Et la dernière, c'est de mettre à la location et partager évidemment les revenus. Ok. Mais bon, là on parle d'un cas de figure assez simple. Mais après, vous avez parfois des waris qui sont composés de frères, sœurs, nièces, cousins, parents et autres. Et vous avez beaucoup plus de propriétaires. Et dans ces cas-là, c'est tout de suite plus compliqué, surtout que chaque décision doit être prise à l'unanimité. Donc voilà, c'est souvent la solution de la vente qui est privilégiée lorsqu'il y a beaucoup d'héritiers, parce que bon, l'argent c'est quand même plus facile à partager qu'un immeuble. Effectivement. Et qu'est-ce qu'il en est de la dette hypothécaire lorsqu'on hérite d'une maison, par exemple? Est-ce qu'il faudra la rembourser tout de suite? Bien, ça fait partie des passifs de la succession. Donc, vous héritez également de la dette hypothécaire. Les héritiers devront continuer à payer les intérêts et éventuellement les amortissements à l'établissement de financement. Ok. Maintenant, comme les propriétaires sont nouveaux vis-à-vis de l'établissement de financement, celui-ci devra analyser donc leur situation financière afin de savoir s'ils sont aptes à pouvoir assumer la tenue des charges. On en a parlé à différentes chroniques, cette tenue des charges. Effectivement, c'est le fameux calcul des charges théoriques que les banques utilisent pour savoir combien vous devez gagner au minimum pour assumer une dette hypothécaire, c'est juste. Exactement, c'est ça, Maurizio. Ouais. Et bien là, si les héritiers n'ont pas les revenus assez conséquents pour assumer cette nouvelle dette, peut-être que la banque leur demandera un amortissement extraordinaire afin de revenir à un montant de prêt qui soit acceptable, ou dans le pire des cas, c'est possible qu'elle vous demande de vendre le bien pour rembourser la dette. Puis je profite encore juste de cette petite parenthèse pour ceux qui voudraient acheter un bien immobilier prochainement. Il existe des couvertures de risque par le biais d'un amortissement indirect qui couvre également donc le risque d'essai. Et c'est vrai que le coût de la garantie sera alors intégré dans l'amortissement et ça n'alourdira pas les charges mensuelles. Merci Pascal pour toutes ces infos. C'est vrai que c'est un sujet riche. Aujourd'hui, on aura l'occasion d'en reparler plus en détail mardi prochain, notamment vis-à-vis des impôts successoraux et des différents systèmes d'optimisation. Pascal Rable, directeur de Blue Immobilier, merci, bonne journée. Bonne journée. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.